On y va. Bonsoir à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous invite à prendre place. Je vous invite à prendre place, à vous avancer, à vous installer. Je vous invite à vous installer. Nous allons commencer. Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir cet après-midi pour les Africa Talks. Grâce à Mazar, nous sommes tous réunis. C'est une grande joie, peut-être que je monte sur l'estrade, non, ça se fait. Alors, je vois plein de visages amis. C'est un plaisir d'être de retour avec vous. Enfin, en chair et en os, les affaires reprennent. Ce cauchemar pandémique est derrière nous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses d'actualité dont on va discuter ensemble, mais vous connaissez l'esprit des Africa Talks qui en sont à l'heure... Abdou, quelle est l'édition? C'est la quatrième édition, grâce aux équipes de Mazar qui nous accueillent et on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors, vous connaissez le programme, c'est toujours notre habitude, on commence avec les discussions sur les enjeux politiques, et ensuite on pourra parler des perspectives économiques, puisque les unes et les autres sont liées, et il y aura une grande part qui sera donnée aux questions-réponses pour permettre un échange animé. Il y aura des orateurs que vous connaissez et de nouveaux experts, mais toujours des amis, des gens extrêmement qualifiés et intéressants. Alors, comme d'habitude, je donne la parole à notre hôte, Abdou Diop, qui est le Managing Partner au Maroc. Bienvenue Abdou, c'est à toi. Merci. Merci Estelle. Bonjour à tous et à toutes. Vraiment, nous sommes heureux de revenir
à cette 4e édition des Africa Talks en présentiel, parce que c'est vrai que la dernière édition en présentiel était en 2020, 28 février, je me rappelle, juste avant la pandémie. Et effectivement, on a beaucoup parlé à l'époque de la pandémie et des enjeux pour le continent. Il s'est avéré que nos prédictions étaient fondées et j'espère que, en tout cas, on est sorti de cette dynamique. Ce qui est bien, c'est qu'on est là en présentiel et nous sommes heureux de retrouver tous ces amis dans cette dynamique. Et comme disait Salah, on va essayer d'organiser, bien sûr, cet événement de manière plus régulière et peut-être aussi avoir d'autres rendez-vous dans l'année. Donc les Africa Talks, c'est quoi? C'est une plateforme que Mazars a décidé de créer il y a de cela 6 ans pour pouvoir, en chaque début d'année, partager un peu des insights anticipateurs des grandes évolutions du continent pour l'année. L'idée, c'est vraiment de pouvoir parler des sujets qui vont guider la dynamique africaine de l'année, pouvoir donner les points de vue d'experts aux différents chefs d'entreprise pour pouvoir justement tenir compte de ces enjeux sur leur business au quotidien. Et bien sûr, on a voulu que ce soit un rendez-vous africain, continental, parce que très souvent, effectivement, les rendez-vous sur les enjeux de l'Europe, de l'Afrique se déroulent ailleurs, et ce qui est dommage, mais là, au moins, on crée ce rendez-vous pour être sûr qu'on pourra échanger dessus. Donc, il y a d'éminents experts. Cette année, bien sûr, la dynamique continentale et mondiale fait que les enjeux politiques sont importants, donc on y consacrera un panel spécifique, mais aussi, bien sûr, on sort de 2 années de pandémie, on a la crise ukrainienne qui est en cours, on a tous les enjeux liés au taux d'intérêt, à l'inflation, etc. Donc les enjeux économiques sont très importants. Là aussi, on aura un panel spécifique sur le sujet. Donc, je ne vais pas anticiper sur les discussions, parce qu'il s'agit plus de vous souhaiter la bienvenue, d'en profiter pour remercier tous les experts et amis qui ont décidé et accepté de venir échanger et partager leurs points de vue, de remercier aussi tous ceux qui sont venus assister à cet événement, et aussi de remercier le président de la CGM, M. Chakib Lalej, qui a bien voulu venir dire un mot durant cet événement. Donc, Chakib, merci beaucoup et je te cède la parole pour ce mot d'ouverture. Merci. Le pupitre. Pas comment je vais faire, je vais jouer un jeu d'équilibriste pour ne pas donner de dos à la scène. En tout cas, merci Abdou pour cette invitation. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis ravi d'être parmi vous à cette nouvelle édition d'Africa Talks. J'ai appris que c'était la 4e. J'espère qu'il y en aura beaucoup et de toute façon, maintenant, c'est de plus en plus important d'établir les relations entre l'Afrique et entre nous-mêmes. Pour discuter ouvertement des enjeux de l'Afrique et réfléchir aux actions concrètes à entreprendre pour une prospérité économique et sociale continentale. Je remercie tout particulièrement mon cher ami Abdou Diop, qui est le managing partenaire de Mazars et président de la commission Afrique au niveau de la CGM. Et je le félicite pour tout le travail qu'il fait au sein de la CGM. C'est un atout important pour nous. Merci. Et donc, mesdames et messieurs, bien que l'Afrique ait connu sur les 2 dernières décennies des transformations importantes et affiché en moyenne la 2e performance mondiale en termes de croissance, la grande majorité des économies du continent reste très peu industrialisée et créatrice de valeur ajoutée et d'emplois. La contribution de l'Afrique à la valeur ajoutée manufacturière au niveau mondial demeure insignifiante. Elle ne dépasse pas 1,8%. Et comme nous le savons tous, l'industrialisation et le développement vont de pair. Face à ce constat, il nous faut agir vite en relevant un certain nombre de défis pour permettre à notre continent d'atteindre son plein potentiel et tirer profit de ses innombrables atouts, démographiques notamment. J'aimerais rappeler qu'un citoyen sur 4 dans le monde sera africain d'ici 2050, représentant une force d'achat de plus de 2,5 milliards de consommateurs. La moitié de cette population
aura moins de 25 ans et sera connectée et ouverte au monde. D'autres chiffres tout aussi parlants. Environ 10 à 12 millions de jeunes Africains entrent chaque année sur le marché du travail où seuls 3 millions d'emplois formels sont disponibles selon la Banque africaine de développement. C'est là pour moi le plus grand enjeu de l'Afrique, créer de l'emploi pour ces jeunes et leur donner l'opportunité d'exprimer leurs talents. Mesdames et messieurs, inflation, ralentissement de la croissance et rupture des chaînes d'approvisionnement marquent le monde d'aujourd'hui et l'Afrique ne fait pas l'exception. Notre continent continue à subir des difficultés persistantes, notamment alimentaires et énergétiques. En effet, malgré que le choc de la pandémie ait été plus ou moins absorbé, la situation économique continentale reste soumise aux aléas d'une conjoncture mondiale difficile en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pour renforcer la résilience et la durabilité dans notre continent et accélérer sa transformation industrielle, une réponse collective africaine est nécessaire via la consolidation de la coopération et la confiance entre les secteurs privés africains et l'amélioration du dialogue public-privé comme facteur clé de développement. C'est dans ce sens que la CGM a réuni en octobre dernier 25 patronats africains pour un dialogue constructif sur l'avenir de l'Afrique. Ce dialogue a permis de souligner l'urgence d'amorcer la transformation énergétique du continent, d'étudier les complémentarités entre nos économies respectives en vue de construire des chaînes de valeur industrielles orientées, des écosystèmes, et de nous orienter davantage vers la technologie, l'innovation et enfin d'accélérer la mise en œuvre du levier de croissance qu'est la ZLECAf. Tout cela requiert l'émergence d'une classe moyenne africaine disposant d'un pouvoir d'achat important, un climat des affaires continental attractif et généralisé et un cadre propice au développement des PME. Et c'est là aussi le rôle des gouvernements africains. J'aimerais réitérer ici la mobilisation des entreprises marocaines pour œuvrer main dans la main avec leurs partenaires africains sous la conduite éclairée de notre souverain, que Dieu l'assiste, afin d'insuffler une nouvelle dynamique d'investissement sur le continent dans les secteurs prioritaires comme les énergies renouvelables, l'agroalimentaire, les infrastructures, la transformation industrielle, la santé et le digital. Mesdames et messieurs, comme vous savez, l'énergie est au carrefour de toutes les activités économiques et est essentielle à l'industrialisation de l'Afrique. Le continent dispose d'abondantes sources renouvelables, éoliennes et solaires et même hydriques, qui peuvent être transformées en énergie verte très compétitive pour couvrir les besoins du continent, mais aussi à l'export. Pour illustrer mes propos, les réserves totales d'énergie solaire théoriquement disponibles sur le continent sont estimées à près de 60 millions de terawatts par an, contre 37,5 millions de terawatts en Asie et le Moyen-Orient et seulement 3 millions en Europe. Toutefois, ce potentiel reste inexploité, avec les capacités solaires de l'Afrique qui ne représentent que 1% du total de la production mondiale, sans parler de l'éolien et l'hydrogène vert. Vous serez tous d'accord avec moi que c'est une énorme opportunité à saisir pour les acteurs privés. Garantir la sécurité alimentaire de l'Afrique est un autre défi, qui est de taille. Cela commence par l'augmentation de la productivité agricole en soutenant davantage les agriculteurs, la transformation des produits bruts localement pour une plus grande création de valeur ajoutée, la réduction des obstacles au commerce et l'expansion de la disponibilité d'eau et de la technologie. Les entreprises africaines peuvent réaliser ensemble ces ambitions avec un mindset écosystème et co-développement. Les infrastructures doivent par ailleurs continuer à être une priorité via des partenariats publics-privés qui devraient être efficients. Un autre enjeu crucial est la santé et la sécurité sociale des populations africaines. La croissance démographique rapide du continent requiert la mise à niveau des systèmes de santé. Voici un autre domaine dans lequel les opérateurs économiques pourraient réunir leurs efforts. Le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur en Afrique offre également de nombreuses opportunités d'investissement dont tout le continent pourrait bénéficier. Un capital africain bien formé, un facteur de compétitivité fondamental. Un capital humain africain bien formé est un facteur de compétitivité fondamental dans le développement d'une industrie continentale innovante et durable. J'aimerais citer l'exemple du Maroc qui a réussi à construire des écosystèmes solides dans l'aéronautique et dans l'automobile
grâce à des investissements importants et continus dans le programme de formation de techniciens et d'ingénieurs. Et enfin, l'Afrique doit bénéficier de la révolution numérique en cours. Les investissements peuvent être orientés vers une connectivité Internet fiable, l'accompagnement des entreprises africaines dans leur transformation digitale et le financement des start-up africaines technologiques florissantes afin qu'elles puissent tirer l'industrie vers le haut. Mesdames et messieurs, Albert Einstein le disait si bien, au milieu de la difficulté se trouve l'opportunité. J'estime que la conjoncture complexe que traversent tous les pays du monde, africains en l'occurrence, est une occasion pour repenser nos partenariats et nos collaborations, mais aussi pour établir des réformes nécessaires pour ajuster nos modes opératoires. J'aimerais lancer un appel aux chefs d'entreprise marocains qui sont présents ici pour explorer de nouveaux partenariats complémentaires avec les acteurs du continent et continuer à penser l'Afrique pour leur développement à l'international. Je suis persuadé que les travaux de cette édition des Africa Talks sera riche en idées et perspectives pour une Afrique productive, innovante et prospère. Je vous souhaite un fructueux débat. Merci. Merci beaucoup. Alors, pendant que les équipes vont installer le décor et que nous pourrons accueillir nos invités, nous allons parler pour cette prochaine session donc, de politique, et vous savez que l'agenda est particulièrement chargé sur le continent. Nous avons les élections en Côte d'Ivoire, des élections locales en fin d'année. Il y a les élections présidentielles au Sénégal, évidemment, qui se préparent avec déjà des tensions qui laissent poindre leur nez. On voit malheureusement la crise qui a éclaté au Soudan, qui fait la une de l'actualité et qui est particulièrement préoccupante pour la partie est du continent. On en parlera tout à l'heure. Nous aurons la chance de pouvoir évoquer ensemble aussi les perspectives avec les nouveaux acteurs, parce que vous savez que c'est un sujet qui est important pour vous qui êtes des acteurs économiques, de savoir qui sont vos compétiteurs, quelles sont les stratégies des pays qui sont acteurs sur le continent. C'est ce qu'on évoquera tout à l'heure. Alors, je vais voir si nos amis... Est-ce que c'est moi qui suis là? Où est-ce que vous me mettez? Ah, on se met tous comme ça. D'accord. Je vais en profiter pour rappeler mes invités, comme ça je serai moins seule sur l'estrade. Madame Catherine Dugan, vous l'aviez vue, elle était venue précédemment. Elle avait aussi parlé lors de l'Assemblée annuelle des universités d'été de CGEM. Catherine Dugan, qui est la directrice de l'École supérieure de commerce de l'Université de Cape Town. Bienvenue Catherine. C'est notre caution en anglais, donc on parlera en anglais avec elle. She speaks English. Avec elle, ce sera Monsieur Paulo Gomes, l'ancien candidat aux élections présidentielles de Guinée-Bissau, cofondateur de New African Capital Partners et président d'Orango Investment Corporation. Bienvenue, Paulo. À ses côtés viendra également Madame Fabienne Hara, qui est la directrice générale adjointe du Forum de Paris sur la paix. Bienvenue, Fabienne. On lui fait un bon accueil parce qu'elle est nouvelle. Fabienne, qui a également travaillé au Crisis Group et qui connaît très bien la région des Grands Lacs. Je n'avais pas prévu, mais je te poserai une question sur le Soudan, parce que vu ton expertise, ce sera important. Et enfin, le meilleur d'entre nous, le docteur Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre d'État, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, actuellement vice-président à l'Assemblée nationale, qui préside l'Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité et gouvernance. Bienvenue, Votre Excellence. C'est un plaisir d'être avec vous. Je ne vous tourne pas le dos. Je ne sais pas comment je vais faire. Je me mets là, plus près de vous. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc, on va commencer directement la discussion, d'ailleurs, avec vous, Votre Excellence. Ces inquiétudes dont on a parlé sur l'Afrique de l'Ouest, avec une bascule qu'on observe au niveau de la sécurité avec la poussée des djihadistes, qui est très inquiétante, qui menace l'intégralité de la région. Comment est-ce que vous évaluez la situation et est-ce que vous pouvez nous parler de la proposition de Gutiérrez sur le Sahel? Je rappelle que la francophonie vous a fait envoyer spécial pour le suivi de la situation au Mali. Je vous écoute. Merci beaucoup.
transmets d'abord mes remerciements et mes salutations à mon frère Abdou Diop et à son équipe et à tous les amis de Mazar. C'est vraiment un grand plaisir que d'être là. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Bon, j'ai la voix rauque parfois, bien que je ne sois pas un chanteur de rock. Mais je suis vraiment très très content de venir vous parler de sujets qui nous passionnent au niveau de notre Institut panafricain de stratégie depuis au moins 2012. Quand les djihadistes ont envahi le Mali, venant de la Libye, attaqués par l'OTAN et déstabilisés, cette attaque, comme on l'a dit, a déstabilisé tout le Sahel et a déstabilisé l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Toute la CEDEAO est menacée. À l'époque, on avait dit à nos amis occidentaux, faites très attention, vous entrez dans un territoire que vous ne maîtrisez pas, et ce que vous allez faire en Libye va avoir des conséquences immédiates et directes sur nos pays et sur nos populations. Bien entendu, on n'a pas été écouté. Le résultat est là. La situation est au total absolument catastrophique. Tous ces pays, non seulement du Sahel, sont gravement affectés par la crise du terrorisme, mais plus grave, c'est que ça a eu des conséquences parce qu'on se retrouve avec, disons, 5 coups d'État, dont 4 concernant 2 pays du Sahel particulièrement affectés par la crise sécuritaire et la crise du terrorisme. Après cela, le phénomène s'est métastasé. Les terroristes ont pensé qu'ils tenaient le bon bout et ils ont décidé de chercher d'emblée une façade maritime. Et donc ils attaquent le Togo, ils attaquent le Bénin. Et ce qui est curieux, c'est que des gens comme nous et d'autres l'avaient prédit et l'avaient dit il y a 6 ans ou 7 ans. Encore une fois, personne n'a écouté et on se retrouve dans la situation actuelle. Alors, je peux passer beaucoup de temps à décrire la situation catastrophique que nous connaissons. L'actuel dirigeant du Burkina Faso a réuni la classe politique et la société civile de son pays pour leur dire, est-ce que vous savez que nous avons perdu notre territoire? Alors, des millions de déplacés, des écoles fermées, des attaques régulières, la menace est presque chaque jour, et des forces de l'ordre, la dernière fois, c'est 33 militaires qui ont été massacrés par ces djihadistes, qui ont des moyens énormes. On a connu dans le Sahel des attaques de djihadistes par drone, c'est-à-dire des gens hyper équipés, bien équipés. La question de leur financement est une grande question sur laquelle aussi nous n'avons pas de réponse. Qui finance ces gens? Qui veut déstabiliser davantage les pays africains? Et ce qui est extrêmement grave, c'est que ce projet est devenu non pas seulement, ne cible pas uniquement le Sahel, mais tout le monde sait qu'ils sont déjà arrivés au Mozambique. Et nous disons que c'est un grand projet, non seulement d'établir soi-disant un État, le califat islamique du Sahel, mais le vrai projet, c'est de déménager l'épicentre du terrorisme mondial en Afrique. Ceux qui sont derrière ces opérations se disent que les Africains sont insouciants, inconscients, ne comprennent toujours pas que la survie de leur continent est en jeu, que ces gens ne sont pas venus pour faire de petites attaques, des escarmouches ça et là. Ils sont venus avec un projet structuré et qu'ils veulent prendre leur part du continent africain comme d'autres l'ont fait dans le passé. Ils veulent être des stakeholders, des acteurs majeurs du prochain partage de l'Afrique, si ce partage se fait. Donc de ce point de vue, après avoir dit tout cela, nous, on retourne la critique maintenant aux Africains. Pourquoi il n'y a pas de réponse africaine concertée? Et on retrouve nos dirigeants dans nos pays en train de développer des plans nationaux de lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce que ça veut dire, un plan national de lutte contre le terrorisme? Les États-Unis, première puissance mondiale, militaire, financière, tout ce qu'on veut, les États-Unis ont une coalition de 60 pays pour lutter contre le terrorisme. Pourquoi les États africains décident, chacun dans une chevauchée solitaire, de régler un problème qui n'est pas un problème d'un seul pays, qui est un problème non seulement d'une région, mais aujourd'hui d'un continent? Les djihadistes sont en RDC, ils sont au Mozambique, ils sont en Ouganda, ils sont en Tanzanie, ils sont en Somalie, ils sont au Kenya, ils sont dans toute l'Afrique du Nord, ils sont dans le Sahel, ils sont dans l'Afrique de l'Ouest, ils sont dans le Golfe de Guinée, ils sont dans le lac du Tchad, Et c'est quoi cette histoire? Quand c'était l'Afghanistan, le monde entier s'est mobilisé.
quand c'était l'Irak et la Syrie, le monde entier s'est mobilisé. Pourquoi l'Afrique n'intéresse pas autant et pourquoi les Africains ne le comprennent pas et ne prennent pas leurs responsabilités? Je vais m'arrêter là parce que quand je commence, voilà. Oui, mais c'est un beau début. Bon, merci. Là, je pense que c'est un discours de vérité et que vous mettez la barre haute pour Paolo, mais qui est au niveau. Paolo, effectivement, on l'entend, il y a une question de leadership. Il y a une question, vous parlez carrément de récession démocratique, parce que vous dénoncez le fait que, effectivement, on n'est pas au niveau des menaces et des enjeux pour le continent. Oui, je pense que merci d'abord à Abdou et à Mazar pour avoir mis encore en place cette rencontre. Je pense qu'il y a toujours cette question de dire qu'il y a de l'inflation de séminaires, de conférences, de forums en Afrique, il n'y a pas de doute, c'est une industrie. Mais l'avantage d'avoir des rencontres comme celle-là, qui sont un peu de nature boutique, c'est qu'on peut peut-être parler franchement et de trouver d'autres plateformes, puisque le monde et surtout l'Afrique, je pense qu'on a besoin d'un reset, un peu de comment on fait les choses. Alors pour revenir exactement après la cartographie que mon grand frère Gadio a mis en place, c'est qu'est-ce qu'on fait dans un environnement où il y a effectivement une problématique de récession démocratique, il n'y a pas de doute. Pour beaucoup, est-ce qu'on ne devrait pas aller maintenant vers une démocratie qui soit basée beaucoup plus sur une légitimité des résultats, pour laquelle la véritable légitimité serait sur la base de ce que vous faites pour changer la vie des gens. Donc, la jeunesse questionne vraiment le modèle de Westminster que nous connaissons avec les élections, etc. Et puis aussi, il y a toute une vague populiste qui existe maintenant et pour laquelle je pense qu'on est en train de perdre cette bataille. Donc vous parlez d'une faiblesse des institutions qui sont plus adaptées. Il n'y a pratiquement plus d'institutions, elles sont très affaiblies. Mais le système ne répond pas aux attentes des nouveaux électeurs. Le système ne répond pas, on se pose beaucoup de questions. Il y a cet effet de contagion aussi de la première démocratie au monde, si on prend les États-Unis. Qui sont elles-mêmes en crise. Où on ne sait plus, on ne comprend plus. Il y a d'autres types de légitimité. Il n'y a plus aucune modération sur le langage. Les éléments ethniques et religieux sont maintenant mis ouvertement sur la table. Et ça détruit complètement les principes de discussion pour la démocratie. Mais je pense qu'il faut qu'on regarde les priorités. Puisque nous avons des polycrises avec tout ce qu'on a vécu après la Covid, parce que le plus, tout à l'heure, tu parlais de la Covid et après, qui est derrière nous, mais ce qu'elle a pu faire, c'est qu'elle a aussi aidé à accélérer la cascade des crises. Et maintenant, la crise, le côté économique et politique sont devenus les mêmes faces d'une même pièce de monnaie. Mais si on doit prendre maintenant une priorité, la priorité, c'est vraiment ce qu'a dit Gadio. Okay. Si on regarde un pays comme le Bénin, qu'on pourrait dire a réussi ces quelques années à avoir cette légitimité par le résultat, avec beaucoup de changements, des réformes très rapides, une attraction assez importante d'investissements étrangers. Il y a tout maintenant, 20 sur 20 des institutions internationales. Mais subitement, elle fait face à ce problème du terrorisme au nord qui peut vraiment complètement détruire tous les actifs ou les acquis qu'ils ont eus ces dernières années. La même chose pour le Togo. Donc, je pense qu'il est important en ce stade de pouvoir prendre un moment pour que les acteurs politiques, qui est aggravé par le fait aussi que et encore je mesure mes mots, les cadres ou les élites de nos pays qui devraient être en premier plan sur le point de vue politique ont tous décidé de démissionner. Tous ceux qui ont eu le privilège d'être éduqués et avoir de l'expérience et qui devraient être méchamment dans le marigot politique ont décidé de ne plus y être. Donc, comme la nature a horreur du vide,
ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a vraiment une inflation, et l'inflation n'est pas seulement économique, des prix, une inflation d'acteurs politiques qui y vont parce que c'est devenu une excellente plateforme d'affaires de faire de la politique. Donc, Paolo, ça aggrave le cette grand problème frère a institutionnel. été très clair dans ses propos. C'est inflation de la médiocrité. Est-ce que c'est démission de nos élites parce qu'elles sont découragées, parce qu'elles ne sont pas à la hauteur? Le diagnostic, c'est quoi? Parce que... Il y a un mélange de ce que tu dis, d'être découragé. Je ne dirais pas que c'est seulement une question de compétence, parce qu'on ne va pas, à l'université pour la compétence, c'est les diplômes. Mais je regarde dans mon cas, où il faut parler franchement. Oui. Donc, il y a quelques années, j'ai été aux élections, j'étais comme indépendant, je suis arrivé 3e, sans parti, après 18 mois de campagne. La logique aurait été, et c'est un mea culpa, c'est d'être peut-être plus actif dans la sphère politique dans mon propre pays. Et il y a ces critiques. On voit dans la presse, très souvent, les gens disent « mais qu'est-ce qu'il fait au lieu d'être dans les Mazar Talk, etc. » Pourquoi il ne serait pas plus présent sur la question politique? Mais la question de fond, c'est que, sur le point de vue politique, sur le point de vue tactique et des stratégies, il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi sur le terrain. Le fait que je puisse avoir le background de politique publique ne fait pas de moi un bon homme politique, puisque les règles du jeu politique ont complètement changé. Tout est permis maintenant. Donc, il y a beaucoup de ces élites qui ont l'opportunité ou qui ont été formées et qui pourraient jouer un rôle dans l'amélioration des politiques publiques, qui n'y vont pas, parce que ça ne vaut pas le coup. Et est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce qu'il y aurait de la place pour quelqu'un comme vous chez vous? Parce que la question aussi, c'est de dire, ces élites, est-ce qu'on leur laisserait l'espace de s'exprimer? Je pense qu'on ne te laissera jamais l'espace politique, donc sur ce point-là. Mais ce qui est grave, c'est qu'il n'y a plus un minimum de principes et de règles. Minimum. Pour les femmes, c'est devenu impossible qu'elles fassent politique parce qu'on va aller immédiatement sur des questions personnelles, des questions d'insultes qui sont liées à son mariage, à sa famille. On va rentrer dans d'autres éléments maintenant qui sont d'ordre religieux, c'est devenu très, très difficile d'avoir, je dirais, cette carapace d'être en politique, sans compter le fait qu'il y a aussi une récession démocratique, comme je disais tout à l'heure, puisque maintenant, la liberté de presse, tous les éléments, les méthodes qui sont utilisées pour agresser, pour menacer les gens, sont sur le tapis maintenant, devant nous, et pour lequel personne ne s'intéresse. Vous aurez un pays dans nos régions, dans notre région où les politiciens seraient agressés ou mis en prison ou autre dans pas mal de nos pays, que rien ne se passerait, puisque les gens n'ont pas le temps non plus. Chacun est occupé maintenant sur sa propre crise interne, donc il se préoccupe d'une crise en Gambie ou, je ne sais pas, en Guinée équatoriale, c'est le dernier des soucis. Donc, je pense qu'on a vraiment un problème sérieux, d'où ce que je te disais tout à l'heure, c'est peut-être maintenant de nous concentrer sur l'essentiel. Il y a une menace qui est majeure maintenant, qui est celle du terrorisme dans toute la bande du Sahel pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, l'idéal serait qu'on puisse s'asseoir, politiciens ou non politiciens, pour dire maintenant la question n'est pas la bataille pour les prochaines élections dans nos pays, pour qui sera le Premier ministre, qui sera le président, mais comme les menaces sont beaucoup plus grandes que nos intérêts particuliers, c'est une menace vraiment qui va déstabiliser, détruire nos pays, parce qu'il y a une main invisible, comme disait Gadio, mais je pense que c'est une main invisible très structurée. Et ce n'est pas normal que cet effet domino de destruction de nos nations puisse aller aussi vite, avec cette vitesse et avec cet impact. Donc je suis très inquiet sur ce point-là, et je pense qu'il y a besoin d'un front national, régional, d'hommes politiques et non politiques pour qu'on s'assoie, pour voir qu'est-ce qu'on fait ensemble, pour qu'on puisse, en tout cas, endiguer cette menace terroriste qui est vraiment là pour pouvoir déstabiliser, déstructurer nos États, avec une fin que je ne peux pas dessiner et comprendre vraiment. Je pense que, Gadio, il faudra que tu nous essaies qu'on voit où est la menace, où est la stratégie pour cette menace. Parce que je pense Mais en tout cas, poser un diagnostic qu'il y a un risque existentiel. Il y a un risque existentiel, et puis comment on s'organise. Parce que je pense que très rapidement, on pourra avoir une stratégie. Je pense qu'au niveau de la CEDEAO, même si la CEDEAO a beaucoup est affaibli sur le point de vue de son organisation, sur le point de vue de son dynamisme. Je pense que quand on aura fait la stratégie, maintenant on voudra passer à la question opérationnelle. Et ça implique vraiment que les hommes politiques
de la sous-région se mettent ensemble pour trouver un modus operandi pour faire face à cette crise. Merci Paolo. Let's switch to English with Catherine. Catherine, we talked about political risk. You're an economist, and you're going to tell us that we need to pay attention to inflation and the interest rates in the US. It seems far from Africa, but it has an impact for us, a political impact. So let me first apologize for the fact that I don't speak good enough French to speak to you in French. That's one of the pitfalls of being an American. I'll try to speak slowly, but speaking quickly is also another problem that Americans have. So actually, interest rates in the US have a direct connection to both terrorism, which we've been talking about, as well as inflation. And this is something, when we talk about interest rates, when we talk about the degree to which the US Federal Reserve, which, as we may know, raised interest rates yesterday, increasing interest rates, of course, have effects on African debt, they have effects on exchange rates and other things. But there's a more subtle issue here, which I want to flag, and that issue is, number one, oil prices. So oil prices and the general production of oil in the world really relies on low interest rates. So for the past year, the US has actually been the largest exporter of oil in the world, and it has been a larger exporter of oil than Saudi Arabia since about 2012. The way that the US produces oil for export and for use domestically is through what we call shale fracturing, hydraulic fracturing. That relies on cheap money. And as money gets more expensive in the United States, we may see less and less oil production in America. If we see less oil production in America, then we're going to see increasing oil prices, which of course has a direct impact on how much we are paying in Morocco and all across the country, all across the continent. But it has an even more subtle issue than that. The higher oil prices are, the faster we move away from petroleum. The faster we move away from petroleum, the more we have to worry about what Angola and Nigeria, who depend on oil for 85 to 90% of their exports, are going to do. So if I had a magic wand right now and I was able to wave it so that tomorrow we stopped relying on oil and gas, we would plunge hundreds, certainly tens, and possibly hundreds of millions of people into poverty, mostly in Africa. Where are those people going to do? What are they going to do? Well, one of the things is they're likely to turn to migration and terrorism, which are the problems that are already plaguing North Africa and the African continent. So as we think about the way in which the world hangs together in this way, we need to be very, very aware of what seem like small and unrelated changes in global economics, which actually may have very serious issues, not only on obvious things like inflation, which of course plays into politics, but also on these broader questions. And I'll just say, now we have an opportunity to stand as Africa and think about how we ensure a just transition while the rest of the world is thinking about the move to sustainability. But we need to make sure that that conversation is not being driven only by countries like France, which are thinking a lot about nuclear and other things, without an African voice at the table saying, what are Angola, what is Nigeria and Ghana and other African exporters who don't have very diversified economies, what are they going to do if we succeed in getting to net zero when we want to get there? Very interesting point, as always. Merci Catherine. Je me tourne vers Fabienne Hara. On parlera de la question de la réforme de la gouvernance mondiale, mais pour parler de l'actualité d'abord, la question du Soudan. Je pense que c'est important de t'entendre pour comprendre comment analyser cette crise au Soudan et quelles conséquences pour l'Afrique de l'Est. Merci Pardon, beaucoup. c'était pas ce qu'on avait prévu, mais je pense qu'on ne peut pas en faire l'économie. Merci beaucoup Estelle et un grand merci à Mazars pour cette invitation. Je suis ravie d'être là et de participer à ce débat.
J'ai effectivement vécu quelques années à Khartoum, notamment comme directrice politique de la mission de maintien de la paix de l'ONU, à l'époque de la crise du Darfour et à l'époque aussi de la période de transition et de ce qu'on a appelé l'accord Nord-Sud qui a amené en 2011 à la sécession du Sud-Soudan. Le Soudan a vécu beaucoup de crises en même temps, peut-être trop de crises pour un seul pays. D'abord, c'était un très très grand pays, le deuxième plus grand d'Afrique, avec énormément de frontières. Un pays dont le leadership central, dont le gouvernement central a été très contesté par un certain nombre de communautés et de régions, notamment le Sud-Soudan. Et le Sud-Soudan qui a fait des émules, puisque quand la crise du Darfour a éclaté en 2003, il y a eu également une demande d'autonomie des Darfouris vis-à-vis du pouvoir central. À tel point que John Garang, à l'époque, qui était le leader du SPLA, parlait du centre et des périphéries. Et toutes les périphéries qui n'étaient pas le centre, c'est-à-dire Khartoum et le régime de Bachir, ont demandé une certaine forme d'autonomie, voire d'indépendance. Donc il y a déjà cette question de la forme de l'État. Et la sécession en 2011 du Sud-Soudan a amené à une crise au Sud-Soudan, une crise interne, une guerre civile terrible au Sud-Soudan. Et donc l'État ne s'est pas véritablement stabilisé, ou cette formule, en tout cas, d'État indépendant n'a pas complètement fonctionné. Donc ça, c'est une première couche de crise. Ensuite, il y a une deuxième qui est très, je pense, dont on voit vraiment les conséquences aujourd'hui avec cette situation humanitaire et politique terrible qui est en train de se dérouler à Khartoum, c'est qu'il y a eu une crise de succession aussi. C'était un État autoritaire. Le régime de Omar al-Bashir est resté au pouvoir très longtemps. Et c'était un pouvoir très centralisé, un pouvoir militaire, mais aussi un pouvoir qui se reposait énormément sur des milices. L'armée était une armée qui donnait beaucoup d'armes à des milices qui exécutaient en fait les différentes guerres, que ce soit au sud, au Darfour ou même dans d'autres régions du Soudan. Donc on avait des forces de sécurité extrêmement fragmentées. Et que Bachir jouait très bien les unes contre les autres d'ailleurs, certaines très proches des mouvements islamistes. À l'époque où j'habitais Khartoum, c'est encore il y a une dizaine d'années, il y avait plus de 1000 milices à Khartoum et dans ses environs, avec des allégeances diverses et variées. Donc aujourd'hui, il y a à la fois une crise de succession du leadership même de Bachir, d'un pouvoir centralisé religieux, militaire, et en même temps cette fragmentation des forces de sécurité qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre. Donc je ne suis pas très optimiste, pour dire la vérité, et je ne suis pas très optimiste ni pour le Soudan, ni pour le Sud-Soudan, ni pour la région, parce que juste à côté c'est la Libye, juste à côté c'est le Tchad, juste à côté c'est l'Éthiopie, dans laquelle se déroule une guerre atroce, avec beaucoup de violations de droits humains. Au sud c'est le Sud-Soudan, au nord c'est l'Égypte. Bon, voilà. Et en plus de ça, maintenant, il y a une régionalisation du conflit. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont aujourd'hui impliqués, internationaux et régionaux. Donc ça devient de plus en plus complexe à résoudre. Est-ce qu'on peut comprendre justement cette cartographie des intérêts extérieurs dans ce conflit? Parce qu'en fait, on y fait souvent allusion sur ce qui se passe au Soudan, mais je pense que ce n'est pas inutile de savoir qui sont les acteurs invisibles, mais qui manœuvrent en fait à Khartoum. Pas de réponse exhaustive, mais peut-être des indices pour qu'on comprenne. Oui, bien sûr. Alors, c'est difficile de faire une cartographie exhaustive parce que, comme je le disais déjà tout à l'heure, il y a au moins, je crois que c'est 9 frontières. Donc, le Tchad a toujours été impliqué dans les histoires du Darfour. L'Égypte a toujours été impliquée dans les histoires du Soudan, du Nord-Soudan en particulier. L'Ouganda, le Kenya et même le Rwanda maintenant sont impliqués dans les affaires du Sud. L'Éthiopie, l'Érythrée sont très, très partie prenante aussi des affaires du Soudan. Donc tous les voisins sont impliqués déjà. Ça, c'est une première chose. Et puis maintenant, il y a eu depuis pas mal d'années des monarchies du Golfe qui ont financé le régime de Bachir et un certain nombre de ses acteurs également. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis maintenant, on voit aussi la Russie et d'autres grands acteurs internationaux essayer de trouver une place en soutenant les uns ou les autres. Donc il y a eu pendant longtemps des intérêts économiques aussi, parce qu'il y a du pétrole au Sud-Soudan. Mais là, maintenant, on a des intérêts sécuritaires, d'influence. Donc c'est une question d'influence, de pouvoir au niveau domestique,
et d'influence pour les acteurs. Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a le Nil qui coule, hein. Le Nil blanc et le Nil bleu qui vient d'Éthiopie, le Nil blanc qui vient d'Ouganda. Il y a un grand barrage qui vient d'être construit en Éthiopie, hein, le Grand Renaissance Dam, qui commence maintenant à fonctionner. Donc c'est un énorme enjeu aussi pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Donc c'est une crise multidimensionnelle. Passionnant. Merci infiniment Fabienne. On va basculer vers l'Asie avec Paolo pour parler de la question de l'autre rivalité qui paraît lointaine mais qui a un impact direct sur le continent. C'est la rivalité entre les États-Unis et la Chine qui a fait la une cette année, qui est en train de... On voit la tectonique des plaques qui est en train de bouger sur la scène internationale. Quel serait son impact sur l'Afrique selon toi ? Tu as entendu il y a quelques semaines la secrétaire du Trésor américain qui disait qu'il n'y a pas un intérêt pour les États-Unis de faire un decoupling avec la Chine. Alors, quand tu vois une grande puissance comme les États-Unis qui dit ça, nous aussi, on n'a aucun intérêt d'avoir un decoupling avec l'Asie. Il nous faut du capital. Il faut qu'on revienne aux basiques. Je dis toujours, nous avons besoin de capital. Nous avons potentiellement de l'épargne en tant qu'Africains. Oui. Mais cette épargne n'est pas structurée, elle n'est pas organisée. Donc, en fin de compte, à un moment donné, il faudra que notre épargne puisse jouer un rôle dans notre développement. Mais pour l'instant, nous sommes très dépendants de l'investissement direct étranger, comme pas mal d'autres pays. Et l'arrivée de la Chine, à un moment donné, était un élément important dans la course vers nos infrastructures. Il nous faut quelque chose de l'ordre de 60 à 70 milliards de dollars par an. Nous n'allons pas le financer uniquement avec notre épargne. Et c'est pour ça que l'élément chinois était important, pas parce que nous aimons les Chinois particulièrement. Donc, la question, c'est malheureusement, comme dans le scénario de l'éléphant qui sont ensemble, font la fête ou ils se battent, nous sommes maintenant dans une situation de géopolitique pour laquelle la Chine et l'Inde sont importants pour nous. Donc, il faut qu'on revienne aux basiques pour qu'on puisse redéfinir et réformer un peu la relation avec la Chine, mais il faut qu'on reste dans une relation avec la Chine parce qu'ils vont continuer à être un élément important de consommation de nos matières premières, bien qu'il faut qu'on la transforme, mais aussi au niveau du capital. Donc il faut, au lieu de rentrer dans cette optique de China bashing pour lequel on n'a rien à gagner, et il faut que nos dirigeants soient un petit peu plus intelligents dans ça. Il n'y a rien de mal d'être hypocrite dans ce monde international qu'on a vu. Plutôt que rentrer dans le discours de l'autre, etc. Parce que j'ai vu à un moment donné comment rapidement on a commencé à dire non, c'est plus la Chine, c'est l'autre. On a besoin et de la Chine, et des États-Unis, et de l'Inde, à partir du moment où ça apporte du capital, parce que nous avons un déficit important dans les infrastructures. Si on accepte que les grandes mégatrends pour notre continent, c'est la démographie, c'est l'urbanisation, dans lequel aucun continent a eu à faire face à la vitesse de l'urbanisation que nous allons avoir. Donc nous avons besoin d'investir dans nos infrastructures, pour l'énergie, pour l'eau, pour la santé, etc. Donc il faut qu'on aille chercher ce capital. Donc il faut un resetting avec la Chine, se réengager avec la Chine. Je crois fortement au modèle où on crée des institutions qui puissent nous aider à canaliser ces ressources plutôt qu'une approche uniquement nationale. Et ça revient à ce que disait tout à l'heure Gadio. Je donne seulement un exemple. J'ai été impliqué dans la création de Africa Finance Corporation il y a une quinzaine d'années. Et ma motivation, quand on était en train de travailler pour la créer, c'est que ça a été une plateforme majeure pour pouvoir agréger des ressources. Et regarde aujourd'hui, c'est comme une institution de 20 milliards de dollars de capital qui est en train de faire du pre-seeding pour les investissements, pour étudier certains des projets, parce que l'un des problèmes, c'est qu'on n'a pas souvent cette capacité de package des projets pour pouvoir attirer du capital. Donc il faut multiplier ce genre d'organisation en Afrique qui puisse agréger le capital mondial et le rechannel pour nos pays. Si nous arrivons à faire ça, je pense que ça va nous permettre de gagner du temps pour que notre épargne domestique et régionale puisse pouvoir jouer un rôle dans le niveau des investissements dont nous avons besoin. Merci Paolo. Je vais inviter Salah Mezouar, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Maroc, sa sommité, ancien président de CGEM, parce que cette question de l'Afrique, de la Chine avec les États-Unis, votre analyse, elle serait quand même très utile. Merci. Alors, d'abord, un petit commentaire avant de parler de ça. Oui. Parce que
L'échange entre Gadio et Paolo était un échange extrêmement pertinent et intéressant. Mais j'apporterai juste un autre angle de vue complémentaire. Le premier, ces organisations qu'on appelle terroristes sont des organisations à caractère politique, portées par une idéologie, et dont la conviction, c'est que le pouvoir ne se prendra qu'avec les armes et non pas par les processus pacifiques, politiques, dites démocratiques. Et tant qu'on ne prend pas en considération, et bien sûr ils considèrent que les pays sont des pays portés par des élites corrompues, par des pouvoirs qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent pas à leur population, une détention de richesses. Et donc le seul moyen de rentrer dans tout ça, c'est d'aller avec la violence qu'il faut, etc. De l'autre côté, sur le champ politique, classique, parti politique, élite, on constate, et je te rejoins entièrement, Paolo, quand tu dis les élites qu'on connaît sont... Les élites sont revenues en arrière, elles ont laissé le champ libre à d'autres. Et comme la nature a besoin du vide, bah écoute, il y a d'autres qui se sont greffés. C'est une autre forme d'élite qui n'a rien à voir avec les élites politiques historiques, classiques, qu'a connu le continent et qu'ont connu nos pays. Mais il y a quand même un constat à faire intéressant, c'est que les nouvelles élites sont des élites portées par l'argent et non pas par des idéaux. C'est très important. Portées par l'argent et non pas par des idéaux. Les anciennes élites étaient portées par des idéaux financés par ceux qui avaient de l'argent et défendaient un peu leurs intérêts. Aujourd'hui, ceux qui détiennent l'argent se sont dit, mais après tout, on n'a plus besoin de ces élites qui nous cassent la tête à chaque fois. Et l'argent n'a pas besoin d'élites qui pensent. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'une forme d'élite qui croit qu'à l'argent, qu'aux intérêts et qui ne pense pas. Donc, si on met en parallèle les deux, on voit que sur le champ de ce qu'on appelle le terrorisme, parce que bon, on est trop influencé aussi dans notre terminologie et notre manière d'aborder, d'analyser les choses par l'Occident. Il y a un mouvement terroriste international, on a créé des coalitions, etc. C'est une vérité. Mais dans notre continent, doit-on se limiter à ça uniquement? Ne doit-on pas aller plus loin pour dire comment nous allons préserver la société? Parce qu'en fine, c'est quoi? C'est les inégalités, la pauvreté, l'exclusion, l'extrême richesse des élites qui conduit à des comportements comme ça. Donc, tant que tu n'as pas un front intérieur qui est solide, soutenu par les populations, bah, tu auras toujours le problème en face. Et idem pour la partie de nos champs politiques et des évolutions que connaîtront nos sociétés à l'avenir. Et c'est des changements que je considère un peu brutaux, pernicieux, dangereux pour un continent et des sociétés qui ont encore besoin de se construire, d'avancer dans la compréhension mutuelle, dans tout ce qu'on peut imaginer. Maintenant, il y a l'autre aspect des mutations du monde, et tu en as parlé, Paolo, c'est qu'effectivement, je constate une chose fondamentale. C'est que le continent africain, les leaders africains, par rapport à cette histoire Chine, États-Unis, conflit, commencent un peu à imposer leur propre identité en fonction de leurs intérêts. C'est une évolution extraordinaire. C'est une forme de libération. Ceci est valable également pour le Moyen-Orient. Ceci est valable de plus en plus pour ce qu'on appelle le Grand Sud. Et cette dynamique, ce mouvement qui est en train de se créer, conduira à quelque chose pour moi qui est fondamental et très intéressant.
c'est qu'avant, on était dans des logiques de blocs, il y avait 2 blocs. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul qui domine le monde et il est considéré par le Grand Sud et par d'autres comme étant injuste, trop égoïste, inhumain, etc., etc. Ça veut dire que cette évolution que nous sommes en train de vivre va conduire à l'émergence de quelque chose qui peut être en relation avec ce Grand Sud, BRICS, Afrique, etc., avec d'autres alliés, comme elle peut conduire à 3, 4 blocs. Et c'est ça où se trouve aujourd'hui l'évolution du monde. Il y aura beaucoup de perdants et très peu de gagnants. Et donc, comment l'Afrique doit-elle se comporter face à ces mutations, ces évolutions? C'est là où les anciennes élites, dites inutiles, doivent revenir sur le champ de l'action politique ou associative ou autre. Parce qu'elles ont la sensibilité, la crédibilité, parce que la crédibilité de la parole vis-à-vis des citoyens et la crédibilité de l'action et de la vision sont fondamentales dans un monde qui est extrêmement incertain, perturbé, et dans un monde dans lequel notre continent, nos régions doivent véritablement avoir les bonnes approches crédibles pour les populations, mais aussi soutenables au niveau des alliances qui peuvent se créer au niveau régional, international. Voilà mes commentaires. Merci infiniment. Merci. Très important d'entendre une voix marocaine dans cette discussion, mais je me tourne vers son Excellence pour continuer. On l'a entendu, on a de nouveaux interlocuteurs. La voix africaine se fait de plus en plus entendre, et c'est une bonne nouvelle. On n'a pas parlé de la question de l'Ukraine, qui est devenue, pour les interlocuteurs occidentaux, l'alpha et l'oméga de toute discussion internationale. Qu'est-ce que c'est l'impact pour l'Afrique? Est-ce que les positionnements qui ont été exigés des pays africains sont... Est-ce qu'on arrive à s'émanciper de cette nouvelle contrainte? Est-ce qu'on arrive à avoir une discussion rationnelle? Comme disent tous les intervenants, si vous permettez... Bien sûr, je permets tout le temps. Je voudrais faire une petite parenthèse avant de répondre à cette question extrêmement importante. J'ai omis de mentionner lors de ma première intervention que le Nigeria, au Nigeria, Boko Haram de 2009 à maintenant a fait 40 000 victimes. 40 000 victimes. C'est presque un génocide. Et ça ne semble pas trop déranger, malheureusement, y compris des Africains. Il se passe des choses dans notre continent par rapport à l'insécurité. Et un Cheikh Anta Diop, un grand savant africain, disait que la sécurité précède le développement et à son tour sert le développement. Aujourd'hui, c'est prouvé que ces gens vont désarticuler nos sociétés, arrêter notre développement, et ils ont un agenda. Apparemment, ils sentent presque une impunité parce qu'il n'y a pas de coalition mondiale pour arrêter ce qu'ils font. Et quand les États africains ont commis cette erreur de créer un G5 du Sahel en isolant les autres pays membres du Sahel, ils se sont retrouvés avec des problèmes de financement. Ils avaient besoin à un moment de 400 millions de dollars. 400 millions. On leur a dit que ce n'était pas possible. Il y a même un pays que je ne citerai pas qui a dit qu'il pouvait mettre 60 millions, mais à condition qu'il gère lui-même son argent et qu'il achète les bottes, les habits, les armes, et que les Africains sont par essence corrompus, il ne va pas donner son argent. On est rendu, comme disent les Canadiens, à ce genre de considération et qui devait réveiller les Africains sur le fait qu'on ne défend pas un peuple à sa place. Les Africains doivent se prendre en charge. Nous avons 400 millions de citoyens dans la CEDEAO, 400 millions. 1% mobilisé pour la sécurité, c'est 4 millions de soldats. Et sur ces 4 millions de soldats, 10%, ce serait 400 000 troupes d'élite que nos pays peuvent mobiliser pour faire face à l'agression terroriste. Et malheureusement, nos pays ne raisonnent pas comme ça. Un pays comme Cuba, sur 112 000 km², la CEDEAO est sur 5 millions de km². Cuba est sur 112 000 km². Ils ont 12 millions d'habitants.
ils ont une armée de 2 millions de soldats, dont 1 million de soldats d'actifs et 1 million de soldats bien formés qui sont en réserve. 2 millions. Les pays africains ne sont pas capables de produire un tel effort et une telle prise de conscience. Nous, on s'est battus en interpellant nos dirigeants. Je vous interromps. Non, je vous interromps. Parce qu'on a une peur du képi sur le continent. Parce que le képi, il surgit quand même après au palais présidentiel. Alors, il y a des petites... Parce que, ben non, mais puisqu'on se dit les choses, le refus de donner du pouvoir aux armées sur le continent, c'est parce qu'elles ont ensuite des ambitions politiques difficilement gérables. Alors, ça, c'est peut-être évoquer la complexité d'une question beaucoup plus complexe. Mais ça fait partie de l'équation à résoudre, on est d'accord. Mais en même temps, le phénomène du terrorisme, tel qu'il se présente, est tout à fait nouveau. Les militaires comme les civils vont perdre. Quand les militaires décident maintenant de diriger le pouvoir d'État, qui va défendre nos territoires? Qui va défendre, si les militaires sont dans les palais, les ministères et tout, c'est très compliqué. Et effectivement, il y a eu ce phénomène. Conséquence, pour moi, non pas de la boulimie du pouvoir de certains militaires africains, mais conséquence en grande partie de l'agression terroriste. Le point que je voulais évoquer, c'est quand on s'est tous battus pour dire à nos dirigeants qu'on ne peut pas comprendre qu'il n'y ait pas un sommet sur le terrorisme en Afrique, par l'Union africaine ou par les communautés régionales. Quand ils ont accepté le principe, le Covid est arrivé, a été un prétexte très confortable, on a reporté sine die, on ne parle plus de cela. Donc c'est pour dire que la nouvelle proposition posée sur la table par Ban Ki-moon, par Gutiérrez, est extrêmement importante. Il propose qu'on mette en place une force régionale, mettons dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest, financée sous le chapitre 7 du système des Nations Unies. Pourquoi je pense que c'est extrêmement important? Parce que les Nations Unies sont structurées de façon fondamentalement injuste, avec 5 pays qui sont des soi-disant membres permanents, qui décident pour le monde entier, dans un monde qui a totalement changé, qui n'est plus le monde de 1945. On a 1,3 milliard d'Africains qui ne sont pas représentés par un membre permanent qui parle en leur nom avec droit de veto au Conseil de sécurité. 1,3 milliard d'Africains. Et on nous dit que c'est juste, on ne peut pas changer les équilibres. On va les changer. Les Africains n'ont qu'à se donner les moyens. Mais en attendant, avec ce qu'on a et avec ce que Gutiérrez a proposé, tous les Africains, tous les amis de l'Afrique, tous les progressistes, toutes les personnes justes dans ce monde doivent défendre la proposition de Gutiérrez. On sait d'où viendra le veto, on sait d'où viendra le blocage, mais quand l'Ukraine s'est levée, alors que le G5 demandait 400 millions de dollars, l'Ukraine a dépassé les 39 milliards de financement et ils auront tout ce qu'ils voudront parce qu'ils ont été traités de façon totalement différente des problèmes des Africains. Quand il y a 40 000 morts au Nigeria, par le terrorisme, ça n'émeut personne. Quand on massacre au Burkina Faso nuit et jour, ça n'impressionne personne. Et récemment, nous avons, nous et d'autres, mené la bataille pour que la CEDEAO mette en place une force régionale africaine pour qu'on prenne d'assaut la question du terrorisme, qu'on les trouve là où ils sont pour mener la guerre, pour nous battre. Les chefs d'État ont finalement accepté. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils disent que c'est une force régionale pour lutter contre le terrorisme et contre les coups d'État. Vous vous rendez compte? C'est quoi l'histoire de mettre une force régionale pour lutter contre les coups d'État? Comment opérationnaliser cela? Il y a un coup d'État dans un pays, les autres pays vont envoyer des militaires pour venir rétablir l'ordre et faire la guerre à l'armée nationale. Pour moi, c'est totalement incohérent et c'est une façon de changer la vraie problématique. Est-ce que nous sommes prêts à nous défendre nous-mêmes avec l'appui de nos amis? Le Maroc, par exemple, fait un excellent travail sur la question de la sécurité. Récemment, il n'y a même pas 2 jours, des groupes ont été démantelés qui se préparaient pour aller faire le coup de feu dans le Sahel. Le Maroc fait chaque jour des avancées au plan intelligence, au plan sécuritaire. Et nous, on avait invité le Maroc à être partie prenante d'une certaine façon du G5 Sahel, comme d'autres pays du Maghreb qui ont une grosse expérience sur ces questions. L'Afrique doit mutualiser. Aucun pays ne peut s'en sortir tout seul. Il faut qu'on mutualise, il faut qu'on aille ensemble. On est fatigué d'être attaqué, brûlé, mettre des femmes dans une case, mettre de l'essence et les brûler. Mais c'est plus que de la terreur, c'est de l'horreur. C'est presque ce qui se passe dans la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi la vie des Africains n'est pas importante? Pourquoi c'est des nouvelles banales qu'on dise qu'il y a eu 40 morts, 50 morts, 147 massacres au Burkina Faso et tout le monde prend note et la vie continue?
Il faut arrêter ça. Il faut absolument arrêter ça. Merci. Très juste. Et je pense que c'est capital de revenir aux fondamentaux, notre survie, et qu'effectivement, on parle de vies humaines et pas simplement de grands principes. Néanmoins, ce que vous avez soulevé et qui était important, c'est la réforme des institutions. On a parlé de la crise de la gouvernance mondiale. C'est un des sujets sur lesquels tu travailles, Fabienne, sur la question de la réforme en partie de l'ONU, mais surtout de la réforme de la Banque mondiale et du FMI pour atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU, pour atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique, donc d'avoir une finance qui soit capable d'avoir un impact positif. La réforme, ça fait longtemps qu'on en parle quand même, hein. Mais est-ce que cette crise, ces multicrises, ne permettraient pas d'enfin lancer le travail nécessaire ? Oui, merci, absolument. Je partage les diagnostics qui ont été faits jusqu'à présent et je voudrais ajouter quelques points complémentaires, notamment sur l'évolution du multilatéralisme. La première chose, c'est que cette crise en Ukraine a révélé ou a exposé, d'une certaine manière, des dynamiques qui sont à l'œuvre dans le système multilatéral depuis longtemps. Hein, depuis 10 ans, 15 ans, on a vu un certain nombre de tendances émerger et cette crise qui a montré en fait un des membres permanents du Conseil de sécurité se retourner contre la charte des Nations Unies a mis en évidence le fait que le Conseil lui-même était paralysé, d'une part. Il a aussi mis en évidence qu'on est vraiment à la fin d'une époque. On est à un tournant, je crois. L'ancien ordre international s'effondre. Il devient de moins en moins pertinent. Mais on n'a pas encore de visibilité sur le nouvel ordre international. On ne sait pas aujourd'hui vers quoi on va. On est dans un espèce d'interrègne, dans une transition qui, pour l'instant, ne nous donne pas une idée très claire des alternatives qu'on a. Donc la question que je pose aujourd'hui, c'est on sait ce qu'on va perdre, et il y a des critiques à formuler sur la manière dont le système multilatéral a fonctionné jusqu'à présent, mais on ne sait pas encore ce qu'on va gagner. On ne sait pas encore ce que, par exemple, la Chine, quand elle sera encore plus dominante qu'elle n'est aujourd'hui, comment elle va influencer ce système international, quelles valeurs elle va proposer, quel modèle de stabilité et de stabilisation elle va proposer. Sur les questions de fragilité et de consolidation de la paix, par exemple, il y a 25-30 ans maintenant d'expérience sur la manière de traiter ces problèmes-là. Je souhaite bon courage à qui que ce soit la Chine ou d'autres grandes puissances, d'arriver à trouver la formule magique. Je pense que pour l'instant, on est encore vraiment dans l'incertitude. Donc ça, c'était un premier point que je voulais vraiment faire, parce qu'on a vu avec les votes à l'Assemblée générale sur l'Ukraine beaucoup de positionnements, et des positionnements avec des spéculations sur ce que pensent les grandes puissances de tel ou tel positionnement. On a vu différentes interprétations de cette guerre, mais c'est beaucoup basé sur des raisonnements par ricochet, d'une certaine manière, sur ce que pensent les grandes puissances. Et pour l'instant, moi, je trouve qu'on ne sait pas grand-chose de ce qu'elles pensent, en fait. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que, comme disait Paolo, cette guerre, elle a exposé aussi la polycrise, ou la multicrise, ces crises multidimensionnelles, donc les conséquences sur la crise alimentaire, sur la crise énergétique, sur l'inflation, sur la dette, sur les taux d'intérêt, accélérées par le changement climatique. Ça fait des crises multidimensionnelles. Ça a ressuscité, entre guillemets, cette discussion sur la fragilité. Aujourd'hui, on a plein de nouvelles couches de vulnérabilité qui sont, pour l'instant, pas très bien définies. Et que, justement, ces réformes dont on parle, cette évolution du multilatéralisme, va devoir traiter. Donc, le point fondamental ici, c'est qu'on a ces multicrises, multidimensionnelles, mais nos institutions actuelles ne nous protègent pas et certainement ne protègent pas les pays les plus vulnérables, y compris sur le continent. Aujourd'hui, on a des Nations Unies qui sont moins légitimes, qui se focalisent énormément sur les questions humanitaires, qui ont abandonné le politique à ce stade. Enfin, c'est mon impression en tout cas. Beaucoup sur le changement climatique, beaucoup sur l'humanitaire, et vraiment très peu sur les questions de résolution de conflits ou de sécurité dure, tel que c'était le cas avant. On a une Banque mondiale qui manque de légitimité, dont la représentativité est vraiment questionnée aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de discussions qui sont en cours pour réformer ces institutions. J'en citerai deux en particulier.
Une qui a été lancée par Guterres, qui s'appelle l'agenda commun, le Common Agenda. On va avoir un sommet sur l'avenir en septembre 2024. Et il va y avoir tout un ensemble de grandes questions qui vont être discutées, la transition verte, la transition digitale, la façon dont on gère les biens communs, les biens publics mondiaux, l'espace par exemple, hein, ce genre de choses. Un nouvel agenda sur la paix également, et ça, j'aimerais bien entendre la voix africaine là-dedans. Je ne suis pas sûre que les consultations soient suffisamment inclusives à ce stade. Il y a beaucoup de discussions en cours, mais elles ne sont, à mon avis, l'Afrique n'est pas bien représentée dans ces discussions. Et l'autre grande évolution, vous avez certainement entendu parler de l'agenda de Bridgetown, qui a été proposé par Mia Mottley au Barbade en juillet dernier, juillet 2022, avec Amina Mohamed, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Et l'agenda de Bridgetown, c'est un agenda qui touche à ces vulnérabilités, à ces fragilités, à la polycrise, et qui dit, en gros, on a la question des ODD, mais on a aussi la question du changement climatique. Comment on fait pour que toutes ces tracks, toutes ces pistes fusionnent? Et en travaillant sur ces questions-là, on s'est rendu compte que l'agenda des ODD, qui a été émis en 2015, et l'agenda des accords de Paris, qui a été également émis en 2015, n'ont jamais été pensés ensemble. Et ils reposent sur des postulats qui sont évidemment pas forcément compatibles d'une certaine manière, puisque prospérité partagée, ça suppose quand même un peu de croissance. Les accords de Paris, ça suppose une réforme de l'économie vers plus de sobriété. Donc comment on va faire? Comment on va faire? Donc aujourd'hui, il y a cette grande question-là qui se pose. Il va y avoir un sommet d'ailleurs à Paris le 22-23 juin qui s'appelle Nouveau pacte financier mondial, qui a été annoncé par le président Macron, qui va essayer de traiter de ces questions, qui va être un point d'étape vers le G20 présidé par l'Inde, vers l'Assemblée générale des Nations Unies et vers la COP. Mais pour l'instant, ces discussions sur la pauvreté et sur le changement climatique ne sont pas intégrées. Merci Fabienne. Catherine, for our last chat, and then we'll turn to the room. You have an idea, which is that there is a new scramble for Africa. And it actually fits what we've been talking about. Even if Africa is not necessarily part of all the big discussions, it is the topic of many discussions. So who are the new players? What do they want? Can you expand on the new scramble for Africa? Sure. I think we've done a very good job of talking about the big players. And I think that and I'd like to agree with the chairman, as we think about what Africa can do to drive the narrative rather than to sit back and have things happen to us, one of the things that we should be doing is not only focusing on China and the US and Russia, but also looking at big players who are interested in Africa, like Japan. So Japan has been a very, very recent big supporter of Africa, and particularly doing business in Africa. Last year, one of the things that Japan did was to commit $30 billion of investment into the continent in the next 3 years. To give you a comparator, the US said that they would invest $55 billion. So Japan is really looking at significant investment, and unlike China, Japan brings innovation. So China has been focusing on investing in infrastructure, and Japan is focused not only on investment in innovation, but they have made putting the AU on the Security Council a center part of their sort of proposal for Africa's engagement and what they will support in terms of Africa and the world. So one of the things that I think, if I may wrap up a little bit, Sure. One of the things that I'm hearing from everybody is the need to have an Africa-driven story, an Africa-driven narrative, and the need to ensure that Africa's voice is at the table. I think one of the ways to do that is to ensure that, of course, we are making our own story, that we're making decisions, both on the political side and the economic side, that help us to do that.
But the other thing that I think that we can do is to actively reach out to other countries, like Japan, like Thailand, like Brazil, which are not the big power players that we hear about all the time, but which, as we bring them together, as we create coalitions of the global south, they will help us because they need us. And we need them because we must diversify. China, with all of the issues that China is having right now, the biggest risk to the African continent from China is China's domestic crisis. They are having a political crisis, they're having a credit crisis, they are having an economic crisis. And a demographic crisis. And a huge demographic crisis, which, by the way, Japan also has, even worse than China. And that's one of the reasons why Japan is so interested in Africa. On this continent, when we talk about a demographic crisis, we're talking about youth and unemployed youth. In Japan and China and much of Europe, when they talk about a demographic crisis, they're talking about the shrinking and aging of the population. So it isn't just commodities that people are interested in, but one of the problems that we have right now on the African continent is we are exporting a large number of commodities to a single country, and that's China. If China's economy slows down, if China has a lot of trouble, or even simply if the issue with Taiwan raises maritime insurance rates and other costs, that is going to directly impact African countries. When I talk in Zambia, which exports mostly copper and mostly copper to China, I say the number one thing that Zambians should be watching to think about what's going to happen in their own country is what is going on in the Chinese property markets. Because Chinese property markets buy almost all of the copper that Zambia exports. When we look at lithium batteries, China buys almost all of the lithium, the cobalt, and the other rare earth minerals that go into batteries. So as we as a continent are thinking about who to reach out to, we need to make sure that we are, number one, driving the conversation, and I think we've heard so much about that here and so much important stuff here, but also that we are diversifying who we are reaching out to, and we're not waiting for them to come to talk to us because they have identified a need from us, but instead that we are actively reaching out to tell them where partnership will work. And I think I have to say, and I'm very grateful to have this opportunity to speak, because I think of all of the countries on the continent, Morocco has really spearheaded that, and Morocco and companies in Morocco have really done an excellent job of not only going out into the rest of the continent and into the rest of the world, but of making sure that the rest of the world understands what's going on in Morocco and in Africa, and really understands the opportunities and the extraordinary innovation that's going on the continent. Merci Catherine. Very true. On passe aux questions-réponses. Alors, c'est votre moment à vous. On a 20 minutes. Si vous avez un commentaire, une question, vous avez notre merveilleux panel à votre disposition. Sinon, c'est moi qui choisis qui parle. Monsieur, je viens vers vous avec le micro. Mais je vous en prie. Sure, in English. We're fluent. Can you introduce yourself, please? My name is Emmanuel Seylami. I come from the Embassy of Liberia in Morocco. Firstly, I want to register my thanks to the panelists and Madam Moderators for this great opportunity, and to Mr. Abdul Juf, who extended us invitation to be here. Thank you. Going back to what on the discussion, Africa has been able to position herself greatly in the post-Cold War era. Today we see Africa, China, and the rest of it. But one of the major things I will sincerely agree with the panelists and with His Excellency, the former foreign minister, is that Africa, we need to get more inward looking as we review our policy and as we engage with the rest of the world. And in that engagement, His Excellency mentioned the issue of credibility.
So we have to be credible in the program we want to design. Today, on the continent of Africa, how do we see ourselves? It's one of the major issues we have to answer. In 1884, Africa was divided into 3 main groups. Today, Francophone, Lusophone, Liberia, we say Americophone, and the rest of it. Now, but when we come together, there's a need to transcend that particular ideology and look at the burden. What is it? In West Africa in 1990, West African nations took a decision to save Liberia that was at the point of self-annihilation. They did it with success. So the same can apply to where terrorism is. Now, when terrorism occurred in Africa, yes, it's reported, investors are driven away. Tourists don't come to us. In other parts of the world, we are not saying, but when terrorism issue takes place, tourists still go there, investors still go there. So we are saying that we have a situation that we want to work with you, and one of the things we also need to avoid is to work to avoid making our continent an arena for hegemonic rivalry. Because they're going to have the rivalry out there, but we have to fight to make sure that we can work in a way for our own sustainability, to identify the projects that are workable. What is wrong with building the road from Mauritania to Sudan? If they're going to be terrorists, we know that all of the countries will come on board to protect the highway. What would be wrong with having the Trans-Guinea Railroad running from Liberia to Guinea to Mali and the rest of it, that all of us can protect? So it's like we in Africa have to identify what can unite us and how we can go for it in a comprehensive way, convincing the other partners that even though you have your ideology, but we can work together in a way that you're going to benefit and we're going to benefit, that our continent will not be looked at sick children all of the time, that we will be looked at as potential partners. Even as we go on the Security Council, we will not be there because we will be teleguided by other people. We will be there because we have an African agenda that we can sell to the world. Thank you, madame. Ah, bravo. Merci, monsieur. But that's a very concrete question, though. Do common projects can help, or do we have to work on the narrative first? What comes? Is it the chicken and an egg? Is it, we've tried this approach. Has it worked? Has it not? You know, we have tried for so long to put projects together, like Pan-African projects. The problem is the political will. We have, we have all these beautiful projects. Like in Guinea, we plan to have the dam of Swapiti Dam that was supposed to deliver electricity to the entire West Africa. And then you wait for 10 years, 20 years, you don't see nothing. And it started from independence with the dam of Inga, the Inga Dam. Kwame Nkrumah was saying that it will provide not only electricity to the entire continent, but then we can even provide electricity to Europe and other countries around the world. So my problem is that whether we believe that Balkanization of Africa has created 54 states, most of them not viable as states, we cannot deliver fundamental services of a state. When COVID came to a country that I know very well because it's my country, out of for 17 million citizens, we had like 35 bed for ICU bed. Yes, ICU bed, 35. So it's like 2 beds for 1 million people. So you realize how, we are trying to actually achieve something that is almost impossible to achieve. Like to go by ourselves, we call it in French, chevaucher solitaire, each one of us believing that you can be self-sufficient and you can do things the right way. It has failed Africa for 60 years. We are like 60 years of African Union, African integration, and it's not working. Our leaders are not for African unity. They don't believe in that. They believe in being leaders of their small, tiny country with their small budget
and then live as kings and princes and whatever they want to do. They believe that they are in republics, that they can have elections, they can go. The only African country that I truly respect, and it's not because I'm here in Morocco, I say the only African country that is knocking at the door of what they call emergence, to me, is Morocco. Every other African country, I doubt if they are to the road of emergence. I just doubt it. So, we have to be clear on the vision. What is the vision? Where do we want to go? And I want to just state one last thing. I'm so surprised that Europe and the US have become our best advocates about the danger that China represents. Can you believe that? We Africans, decide what is the danger that we have with China, with India. So you go to meetings in Europe and they tell you, be careful with China. How about being careful also with European cooperation that has been around for 200 years or 300 years, and the outcome is here. We are underdeveloped more than we were before. So European cooperation has not worked out. Chinese cooperation will not also. Indian cooperation will not also. US will not, precisely because no one develops your country. You develop your country yourself. It is high time for Africans to understand they have their destiny in their hands. No one will come and develop this continent. No one. Thank you. Merci, Monsieur Gadio. Mais je pense que les démons se reconnaissent, si vous voyez ce que je veux dire. Monsieur. Oui, bonjour, Zekaria Fahim. Merci pour cette belle rencontre. Donc, je vous ai écouté avec beaucoup de plaisir et vous avez parlé de 2,1 milliards d'Africains et donc de ne pas avoir de place aux Nations Unies. Vous savez qu'on dit toujours que le monde est porté par les minorités, pas forcément par les majorités. Une de mes questions, si on veut effectivement devenir ce que chacun d'entre nous souhaite, est-ce que ce n'est pas le moment de faire en sorte que, pas nos élites, parce qu'aujourd'hui vous l'avez bien dit, mais les enfants de nos élites. Aujourd'hui, le plus beau projet de beaucoup des élites, c'est que leurs enfants aient une nationalité européenne ou américaine et restent en Europe et aux États-Unis. Je préside une association qui travaille sur l'école publique. Quand je pose la question combien d'enfants sont dans l'école publique, les gens ils vous disent 30%, 40%. 85% des enfants marocains sont dans l'école publique. 100%, je pense, des gens qui sont ici sont dans le système privé. Donc comment voulez-vous piloter un continent où ceux qui pensent ont été oubliés deviennent 85%? Démocratiquement, ils vont être ceux qui vont faire le Maroc et l'Afrique de demain. Donc on va se retrouver avec des gens qui vont décider pour nous parce qu'on les a oubliés. Le Covid a rappelé à tous, beaucoup, donc je pense là aussi pour revenir sur les anecdotes, quand il y a eu, avant le Covid, l'élite africaine, et je resterai, donc quand vous leur disiez quel était votre meilleur médecin, ils vous disaient que c'était leur compagnie aérienne. Quand on s'est tous arrêtés, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on mette un peu de je dirais, un peu de quand même. Voilà, un peu de chacun d'entre nous dans cette Afrique. Et ma question, c'est est-ce que chacun d'entre nous est capable de faire sa part de colibri? Parce que c'est ça vraiment ce qui manque aujourd'hui à l'Afrique, c'est de donner l'exemple. Et c'est la question clé pour que les enfants de demain ne soient pas aujourd'hui des enfants qu'on a oubliés et qu'on se retrouve encore entre nous. Parce que quand je vous dis 85% ne savent plus parler ni le français ni l'arabe, c'est un vrai sujet. Et qu'après, quand on trouve que l'excellence, elle est aussi dans l'école publique. Parce que pour les gens qui connaissent le système francophone, ceux qui font Polytechnique, HEC Centrale viennent de l'école publique. Donc on est capable de faire de belles choses, mais à un moment donné, il faut s'arrêter de dire qu'est-ce que chacun d'entre nous doit faire. Et je crois que c'est la question de demain, avoir une éducation qui fonctionne. Obama disait, si vous ne faites rien pour l'éducation, vous verrez qu'est-ce que ça vous coûterait la non-éducation. Et on est là en Afrique. Merci beaucoup. Alors, c'est la chance des Africa Talks, c'est qu'on a un public qui est aussi intelligent que nos speakers. C'est dans la discussion suivante, l'éducation. Mais on allait en parler. Mais comme tout le monde a un avis sur la question, je vais donner la parole à Paolo, parce que la question, alors on aura Amadou Diaw, il a quand même fondé le plus grand réseau d'éducation en Afrique, et on allait en parler, c'était un des sujets. Mais Paolo, sur la question de l'éducation, c'est un énorme sujet d'inquiétude, quasi immédiat.
C'est-à-dire que tu considères, toi, que là, ça va avoir un impact sur ces années blanches qui viennent de se dérouler, qui ont encore cours dans certains pays du continent. Ça va poser un problème immédiat. Oui, je dis éducation parce que je ne suis pas un expert en matière d'éducation. Comme tu sais, Amadou a beaucoup plus réfléchi là-dessus. Mais comme on ne doit pas être naïf, et que ces prochaines années, et je crois que c'est ce que disait tout à l'heure Abdou, c'est comment les Africa Talk nous permettent de pouvoir regarder un plan d'action au moins pour un an. Je ne suis pas naïf, je ne crois pas qu'il y aura le changement de ces aspects géopolitiques dans les 2 ans qui viennent. Je ne pense pas que l'agenda des Nations Unies, comme disait Fabienne et autres, les gens vont être suffisamment concentrés pour réfléchir. Donc, peut-être essayons de nous entendre sur ce qui est au moins le prioritaire et essayer d'avancer là-dessus. Et je pense où on a vraiment le plus à perdre, en dehors de la question de la sécurité du terrorisme, parce que là, il est imminent. Je sais qu'il faut qu'on s'organise. C'est la survie. Voilà, parce que c'est une question. Ils sont en train de descendre. Sérieusement, ils sont en train de descendre. Je prends le propre de mon pays, la Guinée-Bissau, toute cette problématique de la drogue, etc., est liée aussi à tous ces réseaux. Donc, on est tous vraiment en danger. Et en dehors de tes propositions pour avoir une armée en entente et autres, c'est que le leadership aussi de la région a un problème. Tu parles du Nigeria, du Libéria il y a quelques années. La façon dont Obasanjo a pris le taureau par les cornes au Libéria pour envoyer les troupes et régler cette question, on ne l'a plus en Afrique de l'Ouest parce qu'on a un Nigeria extrêmement faible. Je pense qu'en matière de politique étrangère, on n'a jamais eu un Nigeria de cela. Mais je reviens sur la question de l'éducation. C'est qu'on puisse se concentrer et qu'on avance pour créer un consensus, encore une fois, avec les politiciens actuels, élite ou pas élite, puisqu'on ne pourra pas aborder cette question de l'éducation sans les gens qui sont en train de nous gouverner actuellement. Donc, s'il y avait un takeaway que je prendrais peut-être en termes de, pendant l'année, ce que nous, ici, de l'Africa Talk, on pourrait faire, c'est vraiment de voir comment certains d'entre nous, on pourrait aborder certains des leaders dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest dans ce cas-là, pour que cette question de l'éducation puisse être abordée sérieusement. Vous ne pouvez pas imaginer la qualité, la déliquescence vraiment du système éducatif dans nos pays. C'est incroyable. Moi-même, jusqu'à ce que je puisse m'intéresser personnellement, j'avais aucune idée, parce que c'était vraiment une approche très économiciste du développement, etc., jusqu'à ce que je puisse rentrer un peu dans ce qui se passe dans les entrailles de l'éducation. C'est une catastrophe. Alors, je ne sais pas ce que ChatGPT va pouvoir aider pour remédier, mais le niveau en ce moment est catastrophique, du Sénégal jusqu'en Guinée-Bissau et d'autres pays. Donc, j'allais le prendre comme l'élément central pour construire le consensus élite sans élite, acteurs politiques sans acteurs politiques, pour qu'on voit si on peut déligner au moins quelques éléments du plan d'action, en même temps qu'on aborde la question du terrorisme. Voilà, en termes de proposition. Passionnant. Merci. Une autre question? Ce serait la dernière. Monsieur. Ah, j'en ai 2. 3. Monsieur. Alors, on prend 2 en même temps et comme ça... Oui, enfin, l'une après l'autre. Bonjour tout le monde, Kizito Ndour. J'avais 2 questions, une pour M. Gadio, qui une nous a... chacun, une, parce que j'en ai encore. Ok, allons-y. Donc, on va aller sur la question, je passe sur la deuxième du coup. Je vous en prie. Par rapport au multilatéralisme et au fait que l'Afrique ne soit pas représentée au niveau de l'ONU, de la Banque mondiale et tout ça, et qu'il y a une nouvelle configuration en ce moment. Ma question est, comment on fait pour que l'Afrique ait cette place qu'elle mérite au sein de ces instances-là aujourd'hui, maintenant que les choses se recomposent? Parce qu'on a des arguments à faire valoir sur le plan économique et tout, même si politiquement, il y a encore des choses à faire, mais comment on fait concrètement pour avoir cette place qui nous sied au niveau de ces instances-là? Merci. Merci, monsieur. Fabienne, je te laisse répondre et puis je vais... Oui. Merci pour la question. Alors la question, d'abord, je pense que les institutions doivent être un peu séparées, un peu distinguées les unes des autres parce qu'elles ont des dynamiques un peu différentes. En ce qui concerne le Conseil de sécurité, ça fait
comme on dit en France, c'est une arlésienne, la réforme du Conseil de sécurité. Ça fait des années et des années qu'on en parle et qu'elle ne se fait pas. Qu'elle ne se fait pas parce que les membres permanents du Conseil de sécurité ne veulent pas lâcher leur place, ne veulent pas, en tout cas, partager ce pouvoir d'être membre permanent. Il y a aussi la question du veto qui est très importante. Récemment, Joe Biden a dit que cette question allait revenir sur le tapis. On en parle beaucoup parce que la Russie, justement, a agi contre la Charte des Nations Unies également. Et que ça va revenir, la réforme va revenir en discussion. Une des questions qu'il faut se poser, je pense, en tant qu'Africain, c'est comment sera représentée l'Afrique, les 54 pays. Comment vont-ils être représentés? Est-ce que c'est un pays qui va être choisi pour représenter le continent? C'est ça la règle au Conseil de sécurité, c'est la représentation par pays, ce n'est pas par organisation régionale. Donc quel est le pays qui va être choisi? Ça, c'est une première question à se poser. Est-ce qu'il peut y avoir un consensus en Afrique sur la représentation et la représentativité de l'Afrique au sein du Conseil? Ensuite, je ne suis pas très optimiste que cette réforme va se faire malgré les grandes déclarations de Joe Biden. Je pense que ça va prendre énormément de temps. Par contre, ce qui est vraiment très troublant, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est que là, on a un énorme trou dans la gouvernance de la sécurité. Si ça ne marche pas au Conseil de sécurité, ça marchera où? Qu'est-ce qui va gérer les conflits? Quel est comme on dit en France, quel est le 06? Qu'est-ce qu'on appelle, si ça ne marche pas au Conseil de sécurité, qui a le monopole de la force légitime, enfin de la décision sur l'usage de la force légitime? Il n'y a pas d'autres instances. Et il n'y a pas d'autres instances non plus où les États-Unis, la Chine, la Russie et d'autres grandes puissances sont assises dans la même enceinte. En ce qui concerne la Banque mondiale et les institutions financières, là, je pense qu'il y a des alliances à faire, en fait. Là, il y a vraiment des alliances à faire. On parle de la place d'un certain nombre de nouveaux pays, de nouvelles puissances, notamment des pays émergents, au conseil d'administration de ces organisations. Ça, c'est vraiment comme ça, de manière très stratégique, très tactique, qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut de ces institutions? Qu'est-ce qu'on mobilise comme financement? Et qui devient donateur? Parce que là, en fait, en ce moment, la discussion, c'est comment élargir le pool des donateurs. Mais avec le pouvoir vient la responsabilité. Voilà. Donc je pense que c'est... Merci Fabienne. Alors, monsieur... Oui. Attendez, il y avait monsieur... Oui. Monsieur d'abord et ensuite monsieur, comme ça, parce que... Bonjour, je m'appelle Mohamed Gueye, je suis spécialiste des questions migratoires. Je suis très honoré de participer à ce débat parce qu'il y a beaucoup de sommités d'intellectuels africains ici présents. J'ai une contribution à apporter, mais aussi une question à poser à son Excellence, M. Cheikh Tidiane Gadio. La contribution en est que... Mon cher, on est contraint par le temps. Ah oui. Donc en fait, question. D'accord, je vais résumer. Contribution lors du café. Absolument. Voilà. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, les défis que traverse notre planète, il y a la question migratoire. Aujourd'hui, il y a Guterres, ancien secrétaire général du Haut Commissariat des réfugiés et actuel secrétaire général de l'ONU, oui, qui est un des chantres du multilatéralisme, alors que l'Afrique n'est pas représentée au Conseil de sécurité, parce que l'Afrique a un atout démographique très important. Mais aujourd'hui, ce qui est paradoxal, c'est que l'Afrique, vraiment, il y a beaucoup de réfugiés qui quittent le Sahel pour aller en Europe, mais ça a suscité beaucoup de divisions au sein des États européens. Mais franchement, on parle de la gouvernance mondiale des migrations, alors que l'Afrique n'est pas du tout représentée au Conseil de sécurité. La question en est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le fort du Sénégal pour résister à la crise au Sahel? C'est cette question que je voudrais poser au docteur Cheikh Tidiane Gadio. Oui. Merci beaucoup. Monsieur. Oui? Allô? Non? Oui, si on vous entend. On m'entend? Bien sûr. Allô, bonsoir. Je suis Bakirno Aliou, je suis de nationalité guinéenne. Moi, je suis ingénieur génie civil. Il faut mettre le son. On vous écoute. Bon? Alors,
J'ai une question très pratique parce que nous, on fait les calculs immédiats. J'ai fait des mathématiques ici. Alors, la question que je pose, est-ce que ceux qui refusent de nous financer, qui refusent de nous écouter, comme a si bien dit M. Cheikh Tidiane Gadio, est-ce que ce n'est pas eux les pyromanes? C'est la question que je me pose. Et est-ce qu'on doit attendre qu'ils nous brûlent complètement ou bien, comme vous avez dit, on doit réfléchir pour trouver une solution? Moi, la question est la suivante. Il y a un pays où la sécurité, elle marche. C'est ici. Vous avez donné l'exemple. Et quand je regarde très bien qu'est-ce qui s'est passé au Soudan, le Maroc a pu ramener et ses compatriotes et nos pays africains. Le premier avion a ramené un Sénégalais, j'étais très heureux. Après, il y a eu des Congolais, des Ivoiriens. Tout ça, ça nous donne un exemple qu'il y a un pays qui marche. Alors, je ne sais pas. Moi, je suis, comme je vous ai dit, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir pour trouver une solution africaine à ce problème qui risque de nous emporter tous? Je vous remercie et merci Abdou pour cette rencontre. Merci beaucoup. Monsieur, la dernière question. Jawed Kardoudi, je suis président de l'Institut marocain des relations internationales et je me remercie Monsieur Abou Diop de m'avoir invité. Alors je voudrais revenir sur le Soudan. Et tout d'abord, je déplore que 2 généraux qui ont fait le serment de défendre leur pays au cas où ils seraient attaqués, eh bien, font une guerre implacable pour que l'un des deux garde le pouvoir. C'est pour moi quelque chose de terrible. Et je n'ai pas entendu jusqu'à maintenant l'Union africaine qui devrait se saisir immédiatement de cette question, et notamment son fameux Conseil de paix et de sécurité. Et donc je demande au panel comment on peut solutionner ce problème avec tous les drames qu'on voit chaque soir à la télévision. Merci. Merci beaucoup. C'est la dernière question, malheureusement, mais il y aura un deuxième débat. Alors, comme c'est la fin de notre discussion, je vous demande en une phrase, Monsieur Gadio, c'est un défi que je vous pose. Une phrase pour répondre, chacun d'entre vous, et c'est votre dernière prise de parole sur ce panel. Monsieur Gadio. Si je pouvais négocier 2 phrases. Oui. Alors, la première phrase serait de dire que quand l'Afrique se bat pour avoir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité, je ne parle pas de mon ami Fabien, hein, mais je parle de certains leaders européens, américains et autres. Alors, au lieu de répondre aux défis posés par les Africains, ils vont tout de suite nous dire, mais même si on vous donnait ce siège, vous n'allez pas vous entendre. Vous n'allez pas désigner. Est-ce que c'est une question qui leur est posée? La question qui leur est posée, ils répondent à une question qui n'est pas posée. La question qui leur est posée, c'est que est-ce que c'est concevable que 1,3 milliard d'êtres humains ne soient pas représentés au Conseil de sécurité parmi les pays qui décident, qui ont le droit de veto? L'Afrique a 54 pays membres. Nous, on pense aujourd'hui que l'Afrique devrait poser un ultimatum. Ou bien vous acceptez de donner à l'Afrique un siège de membre permanent avec les mêmes droits que les autres, et l'Afrique se débrouillera pour désigner un pays. Et on sera d'ailleurs la seule désignation démocratique dans le Conseil de sécurité, parce que les 54 États africains vont se réunir et désigner un pays. Lui dire, tu représentes l'Afrique. Ce pays, si c'est le Nigeria, si c'est l'Afrique du Sud, si c'est le Maroc, ne va pas s'asseoir au Conseil de sécurité pour représenter son drapeau national, mais va représenter l'Union africaine. On mettra un groupe autour de ce pays avec 2 représentants par communauté régionale, donc 10 représentants, et les décisions vont être prises démocratiquement, et l'Afrique sera le seul continent avec un pays légitimement présent au Conseil de sécurité pour défendre les intérêts de l'Afrique. Donc on arrête de nous dire, vous n'allez pas vous entendre, nous ne sommes pas des enfants, nous savons discuter de notre intérêt stratégique et régler nos problèmes. Le Sénégal maintenant, est-ce que le Sénégal a été préservé du terrorisme? Dans notre pays, là-bas, on dit qu'il ne faut même pas en parler, de peur que les terroristes entendent qu'on est en train de dire qu'on est épargné. La vérité, c'est qu'il y a 4 ou 5 jours, il y a 18 terroristes qui ont été identifiés dans la région du fleuve, pas loin de chez moi là-bas, et ils étaient là avec leur kalachnikov et tout ça, et ils sont divisés en 3 groupes, ils sont éparpillés dans les...
Moi, j'ai toujours défendu, et j'ai été critiqué pour ça, que les terroristes, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas venir au Sénégal, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas venir au Sénégal. Ils ont leur propre stratégie au Sénégal. Et je fais l'hypothèse qu'ils veulent prendre le pays par le haut plutôt que de le prendre par le bas en infiltrant le pays, en se battant avec les militaires. Je pense qu'ils ont leur stratégie et il y a des forces politiques sénégalaises très proches de ces gens-là qui défendent des thèses salafistes et qui ont peut-être des accointances avec eux. Et c'est une situation qu'il faut surveiller comme du lait sur le feu. Le Sénégal n'est pas épargné. Le Sénégal doit redoubler de vigilance. Le gouvernement fait du bon travail. Nos militaires sont vaillants, ils sont brillants. Mais le Sénégal n'est pas épargné parce qu'on ne peut pas être un îlot de sécurité dans un continent en feu. Ce n'est juste pas possible. Merci. Merci. Catherine. Sure. Thank you very much. Let me just go back to this question that you asked about whether we need a narrative first or whether we coordinate first. And I would say that throughout modern history, what we've seen is vision and inspiration drive other things. And I think to that point, I'd like to end with a poem, if I may, which is one of my favorite writers. His name is Ben Okri. He's a Nigerian writer. And what he writes is, we must look at the world with new eyes. We must look at ourselves differently. We are freer than we think. We haven't begun to live yet. The man whose light has come on in his head, in his dormant sun, can never be kept down or defeated. We can redream this world and make the dream real. And if we are going to coordinate around a message which is a fundamentally African message, I think we can use that. The idea that together we can redream the world. In fact, we have a responsibility to redream the world in optimistic ways that will inspire our young children. But also, we have a responsibility to ensure that we are training ourselves and our children so that we can implement, so that we are not only imagining a new world, but we can make that dream real, because that is historically where we've fallen down. So we need to do both of those things together, but I think the dreaming and the redreaming and the inspiration always has to come first. Merci, Catherine. Paolo, poésie, hein. Poésie. Moi, je pense qu'il faut qu'on surveille le Nigeria, en Afrique de l'Ouest. Un Nigeria faible est un danger pour nous tous en Afrique de l'Ouest. Quand le Nigeria était plus fort, il n'est pas parfait, mais certaines de ces pagailles en Afrique de l'Ouest n'existaient pas. Je ne dis pas un côté hégémonique, mais on peut dire tout sur les Nigérians, ils sont toujours très engagés pour bouger ensemble. Malheureusement, le leadership ces dernières années est un problème sérieux. Donc surveillons le Nigeria parce qu'il pourra aussi être un thermomètre ce qui nous attend au niveau de l'Afrique de l'Ouest. La deuxième chose, quand il y a eu la Covid, il y a eu une espèce de, je dirais, de sentiment national où les leaders ont appelé les différents leaders politiques. Je me souviens, les gens ont défilé dans les télévisions, les gens se sont pris dans les bras face à un ennemi invisible. Je pense que pour cette question du terrorisme en Afrique de l'Ouest, il est temps que des plateformes, même si elles ont parfois le goût d'une conférence nationale ou quelque chose comme ça, où ça permet de mettre les gens ensemble, je pense qu'il y a besoin que les gens s'assoient. Et je pense que c'est possible. Le leadership doit venir des présidents des pays pour qu'ils s'assoient avec des leaders de l'opposition. Je sais qu'il y a les urgences des élections, etc. Mais c'est tellement sérieux, comme disait Gadio, qu'on a besoin vraiment d'un élan national pour qu'on trouve une solution. Et après, on verra d'autres problèmes. Mais en ce qui concerne le terrorisme, le régler rapidement, la question de l'éducation, parce qu'elle est urgente, et je pense que le reste, malheureusement, on devra un peu attendre un environnement un petit peu plus favorable, parce qu'en ce moment, l'environnement n'est vraiment pas favorable pour une réflexion sérieuse en ce qui concerne certaines politiques publiques. Merci beaucoup. Fabienne, un mot de conclusion. Un mot de conclusion, oui, juste sur le Soudan, peut-être juste dire que l'Union africaine, sa force, enfin moi, tel que je l'ai observé depuis 20 ans maintenant, sa force, c'est vraiment le politique. Donc je pense qu'il faut faire pression, vous tous, sur vos leaders respectifs, pour qu'il y ait une mission politique de dialogue et de paix qui aboutisse d'abord à un cessez-le-feu et ensuite à un dialogue politique qui, au final, rendra peut-être le pouvoir aux civils. Mais il faut une roadmap, il faut une feuille de route
politique menée par l'Union africaine, la pression des pairs dans l'Union africaine fonctionne. Et ça marche, c'est ce qui marche le mieux pour moi de l'organisation de l'Union africaine. Donc c'est ça qu'il faut faire. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de cette discussion. Il y avait un sujet que Abdou voulait que nous abordions, qui était la relation France-Maroc. Pour moi, alors nouvellement élue à l'Assemblée nationale, en France, je suis membre de la Commission des Affaires étrangères. Je ne peux pas ne pas dire combien je suis consternée par l'état de notre relation bilatérale, mais aussi vous dire à quel point cette discussion aujourd'hui illustre bien non seulement la nécessité de voir un Maroc fort, son importance sur le continent, le rôle moteur qu'il a au niveau diplomatique, le rôle d'inspiration qu'il a et de modèle qui est utile. Je pense que face aux défis qu'on a évoqués, qui sont sécuritaires, mais aussi sur les enjeux économiques, on a besoin d'une relation qui fonctionne. Et ce n'est pas seulement parce que nous avons de nombreux binationaux, nous avons de nombreux liens économiques et qu'une immense affection nous lie. Ça, c'est un peu l'évidence. Mais c'est parce que les défis qu'on évoque, le changement climatique, la sécurité, les questions migratoires, vous avez absolument raison, monsieur, sur les questions migratoires, bien que je tiens quand même à rappeler que les migrations en Afrique sont principalement intra-africaines. Et que de parler de cette migration de l'Afrique vers l'Europe, c'est adhérer à un discours qui, pour moi, n'est pas la réalité du sujet. Mais ces discussions, et on le voit bien sur la scène internationale, Rabat a fait entendre la voix du continent. C'est un positionnement qui est extrêmement important et qui est, à mon avis, pionnier et indispensable. Donc voilà, Abdou, je voulais en conclusion le mentionner. Je me joins à vous pour remercier nos speakers, Catherine Dugan, de l'École supérieure de commerce de l'Université de Cape Town, Paulo Gomes, de New African Capital Partners, Fabienne Hara, du Forum de Paris sur la paix, et l'ancien ministre Cheikh Tidiane Gadio. Merci infiniment. Le mot de la fin, c'est « We can redream the world the African way ». Rêvons encore pour l'Afrique. Merci beaucoup. À tout à l'heure, donc. À tout à l'heure, on a une pause de 20 minutes avec de la musique, ce me semble-t-il, et des rafraîchissements. Donc on se retrouve tout de suite.